Bonjour à toutes celles qui nous rejoignent, qui nous écoutent en direct ou qui vont nous regarder en replay. Bienvenue à Magali Barcelot, que je reçois aujourd'hui. Magali qui est consultante et formatrice en relations humaines, psychopraticienne certifiée en Gestalt et également maman. Et elle va nous parler justement de son parcours, donc un témoignage sur les choses qu'elle a pu vivre. Ces moments où elle s'est sentie en déséquilibre dans sa vie de femme, de maman, de professionnelle, et comment finalement elle a mis en place des clés, des stratégies pour sortir des situations de déséquilibre et donc vivre de façon plus sereine au quotidien. Donc voilà, une nouvelle interview, secret d'équilibre de maman active avec Magali. Merci beaucoup Magali d'être là aujourd'hui. Merci à toi Stéphanie de m'inviter, c'est vraiment un plaisir. Plaisir partagé. Et écoute, je vais te donner tout de suite la parole pour te laisser te présenter, nous dire ta situation aujourd'hui, aussi bien du côté perso que professionnel. Et puis, t'inviter après à nous partager un peu les moments forts de ton parcours, qui pourraient intéresser les mamans actives, les mamans qui travaillent, qui nous écoutent. Par rapport à cette question d'équilibre vie pro, vie perso. Oui, grand sujet. Sujet. Alors, qui je suis? Bien, écoute, d'abord, côté perso, je suis, comme tu l'as dit, maman. Je vis à Montpellier, dans le sud de la France. Je suis mariée. J'ai une famille élargie, on va dire, puisque mon mari a 2 grands-enfants qui ont eux-mêmes des petits-enfants. Donc, je suis grand-mère de cœur, on va dire, pour 3 petits garçons. Et j'ai donc une fille qui a 14 ans. Voilà. Alors, que te dire d'autre? Je suis quelqu'un de très actif. Les gens qui me connaissent le savent, je fais beaucoup de choses. Vous comprendrez mieux après quand je vous parlerai de mes activités professionnelles. Donc, je suis très active, je suis passionnée, j'ai toujours eu beaucoup d'activités. J'aime la danse, donc je danse chaque fois que je peux, un peu moins maintenant, mais bon, voilà. Je suis passionnée de jazz, je suis présidente d'une association qui organise des concerts de jazz. Bon, là, on est un petit peu, bien sûr, malheureux depuis l'an dernier, mais voilà, ça fait partie de mes activités depuis des années. Je suis chanteuse de jazz dans un groupe aussi, et ça depuis, je sais plus, 10, 15 ans peut-être, je sais plus exactement. Je suis aussi conseillère municipale, donc tu vois, il manquait quelque chose à mes activités. Je suis impliquée dans des associations et j'aime les gens, donc j'ai beaucoup d'amis et je suis triste de ne pas les voir aussi souvent qu'avant cette année, bien sûr. Voilà, je suis quelqu'un de plutôt très actif, donc voilà le côté personnel. Pour ma vie professionnelle, eh bien, comme tu l'as dit, je suis consultante formatrice, donc en qualité relationnelle. Ça fait 30 ans cette année que je suis dans ce domaine-là, en tout cas plus particulièrement entrepreneur, puisque j'ai créé il y a 30 ans une société. Et puis, cette société, je l'ai gardée quelques années et il y a 22 ans, j'ai basculé, j'en parlerai dans mon parcours aussi, j'ai basculé, j'ai pris un statut d'indépendant, donc en profession libérale. Ça fait 22 ou 23 ans maintenant que je travaille en libéral. Et donc, mon métier, c'est aussi celui, comme tu l'as dit, de Gestalt thérapeute. Alors, c'est un nom que tout le monde ne connaît pas, la Gestalt thérapie. C'est un courant de psychothérapie que j'ai choisi, auquel je me suis formée il y a très très longtemps, et qui est centré sur la relation, la qualité de la relation à soi, relation aux autres, relation au monde. Bon, je ne vais pas faire tout un débat là-dessus, mais voilà quel est mon métier. Et j'accompagne donc des adultes et des adolescents en psychothérapie. Et plus particulièrement depuis plusieurs années, j'ai encore eu un virage, on va dire, dans mon activité. Je me suis spécialisée dans l'accompagnement des profils atypiques. Donc, tous ceux que l'on appelle les surdoués, les hauts potentiels, les multipotentiels, etc. Voilà. Donc, vous comprenez mieux pourquoi je vous parle de cette multi-activité. Voilà, ça fait partie de mon profil. Voilà, dis-moi si tu as des questions, parce que je pense que j'ai répondu en tout cas des côtés perso et pro. Oui, complètement. Merci du coup pour toutes ces explications et vraiment une vie très riche en rencontres, en partage, en activités.
Et justement, ça va être passionnant de t'écouter parce que je pense que pour concilier tout ça de façon harmonieuse, ça a dû demander des réflexions, des choix, peut-être des situations plus difficiles. Donc ça va être super intéressant de voir ça. Peut-être juste avant, pour cette question-là en direct, faites-nous un coucou, dites-nous si tout fonctionne bien. Et puis n'oubliez pas de partager également. Cliquez sur partager à votre réseau. Voilà, pour qu'on soit encore plus nombreuses à profiter des secrets de Magali. Et voilà, dites-nous aussi en commentaire. Et puis si c'est en replay, notez replay dans les commentaires. Et puis vous pourrez poser vos questions, vos réflexions à tout moment en dessous de cette vidéo. Voilà. Alors du coup, dans tout ce parcours, tu disais, il y a des choses aussi qui se sont ajoutées plus récemment, mais finalement, tu as été entrepreneur très tôt. Voilà comment ça se passait à l'époque. C'était quoi finalement ton approche à ce moment-là, ou les challenges que tu as pu vivre du coup au cours de ton parcours? Alors écoute, j'ai démarré en tant que salariée, donc j'ai fait des études de commerce, j'ai démarré en tant que salariée et je me suis éclatée dans une société qui faisait du marketing téléphonique. C'était une activité phare à cette époque-là. Et j'ai vraiment appris beaucoup de choses de mon métier dans ces années-là. Et puis, bon, il y a eu un concours de circonstances, des choses qui ont fait que la société dans laquelle j'étais voulait quitter Montpellier. Moi, j'étais attachée à cette ville, même si je me déplaçais beaucoup. Et j'ai eu envie de voler de mes propres ailes plutôt que de suivre dans une autre région pour faire la même chose. Et j'ai dit, allez, je me lance. J'étais soutenue par des personnes autour. J'étais libre à ce moment-là, j'avais pas de difficultés de vie pour me lancer. Alors, j'ai tenté l'aventure et j'ai créé cette société. Donc, j'avais 27 ans, je crois. Donc, je me suis lancée dans cette belle aventure qui vraiment était une belle aventure. Et là, j'ai bossé. Alors, quand on parle vie privée et vie perso et vie pro, eh bien là, je peux dire tout de suite que je ne réfléchissais pas à cette époque-là. J'avais une vie très, très heureuse, très joyeuse. J'avais déjà divorcé quand même à 27 ans parce que je travaillais beaucoup, peut-être que ça a été une des raisons. Bon, voilà, un parcours qui est comme ça. Je me suis mariée très jeune et j'avais 23 ans quand je me suis mariée. J'ai divorcé 2 ans plus tard, donc c'était un faux départ, on va dire. Mais bon, voilà, une expérience de vie. Et à partir de là, j'ai beaucoup travaillé. Je me suis vraiment noyée dans le boulot, mais la difficulté, c'est que ma vie amoureuse a été quelque peu perturbée. J'ai eu beaucoup de mal à équilibrer ma vie affective. Il a fallu des années avant que je sois dans un équilibre de vie en couple. Donc, ça a été vraiment quelque chose qui a marqué mon parcours, effectivement. J'étais une femme accomplie professionnellement, on va dire, et pourtant, je n'arrivais pas à équilibrer ma vie et j'allais d'échec en échec, de déception en déception avec cette difficulté-là. Mais par contre, j'avais de très beaux résultats professionnels, je m'éclatais, c'était bien, mais bon, voilà. Et puis, il y a eu 2 événements au bout de quelques années qui ont fait que finalement, au bout de 8 ans à peu près, j'ai arrêté ma société. Plusieurs événements qui m'ont bouleversée. D'abord, j'ai perdu ma mère de façon très, très inattendue, très brutale, et ça m'a beaucoup affectée. Et puis, j'ai eu une grosse déception amoureuse et je me suis posé des questions sur mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que c'est tout ça? C'est à ce moment-là que j'ai rencontré la Gestalt thérapie et que j'ai donc commencé un travail sur moi vraiment intense. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, voilà, cette vie-là ne me va plus. Je réussis, oui, mais ça colle plus à mon personnage. C'est pas ça que je veux pour ma vie, je veux faire autrement. Et donc, je me suis formée en Gestalt thérapie dans l'idée de développer des formations différentes, parce que j'étais plutôt dans la partie commerciale. J'ai basculé dans ce qu'on appelle l'humain, on va dire ça. Et à ce moment-là, eh bien, j'ai donc changé de statut et j'ai continué en faisant cavalier seul, sans employé, sans structure, mais en libéral. Et j'ai continué à animer des formations, mais ce que je n'avais pas prévu au programme, c'est que cette formation allait m'amener à être thérapeute. Et j'ai développé mes activités donc auprès d'un public de particuliers. Donc ça s'est fait comme ça. Alors ça n'a pas suffi à me permettre d'équilibrer ma vie, mais ça a été un début. J'ai continué à beaucoup travailler. Et puis voilà, les années ont passé, j'ai continué à travailler sur moi et j'ai rencontré mon mari. Aujourd'hui mon mari, c'était il y a 19 ans. Donc là quelque chose s'est passé.
Et puis, je suis devenue maman. Et alors là, il y a eu un autre virage. Ouais. Parce que j'étais habituée à être libre de mon temps, à pouvoir me déplacer très facilement. Je faisais beaucoup de déplacements. J'intervenais partout en France. Donc là, la maternité, pour moi, ça a été dur parce que j'ai été maman à 43 ans. Donc, ça a été vraiment un épisode très particulier pour moi et très nouveau, hein, bien sûr. Désirer mais nouveau. Et puis la maternité, ça a été quelque chose de difficile pour y arriver, puisque avec mon mari, on nous avait dit qu'on n'aurait pas d'enfant naturellement, il fallait passer par des fils, etc. J'avais déjà 40 ans et c'était difficile de se résoudre à ça. Et j'étais, avant de connaître mon mari, j'avais entamé un processus de demande d'adoption parce que c'était difficile pour moi de ne pas vivre la maternité. Je voyais les années qui filaient. Et partant de là, quand on a su que c'était pas possible, j'ai décidé à nouveau de reprendre ce projet d'adoption. Et mon mari m'a accompagnée là-dedans. Et on est parti sur ce projet. Et en fait, avant d'arriver à l'agrément d'adoption, miracle, j'ai découvert un matin qu'il y avait quelque chose de bizarre dans mon corps qui se passait et j'étais enceinte. Donc, ça a été vraiment le bonheur. J'ai vécu une grossesse tardive mais magnifique, avec toutes les précautions qu'il fallait prendre parce que j'avais encore beaucoup de déplacements. Donc, je me déplaçais en voiture, je faisais le moins possible, mais je travaillais encore beaucoup. Et là, je me souviens d'une personne qui nous regardera peut-être, puisqu'elle fait partie de mes amis aujourd'hui dans Facebook. Cette personne avec qui j'ai beaucoup travaillé, avec qui je faisais des formations, elle me demandait de former ses équipes et elle était du côté de Chambéry. Et donc, je me déplaçais beaucoup, Montpellier-Chambéry, pour ces formations-là. Et quand j'étais enceinte et que je continuais à animer comme ça, elle me dit un jour, mais Magali, vous allez faire comment maintenant? Comment allez-vous faire pour continuer? Et moi, avec un grand sourire, je lui ai répondu, mais Isabelle, comme d'habitude, ça va rien changer. Je pensais, bien sûr, mais oh, combien elle avait raison de me dire ça, puisque en fait, au départ, j'ai différé mes contrats de formation, et puis quand j'ai voulu m'y remettre, waouh! Là, je me suis bien rendu compte que c'était difficile pour moi, parce que ce bébé, je l'avais tellement désiré qu'il fallait que je passe du temps avec, et me déplacer toutes les semaines, 3 jours ou 4 jours, c'était juste impossible et impensable. Donc, ça change les perspectives. Il y a ce qu'on se dit avant, en théorie, avec son mental, de non, mais ça va rien changer. Oui, je vais faire quelques ajustements, mais je vais continuer, bien sûr. Et puis, voilà. Une fois qu'il est là, qu'il prend sa place, voilà, puis en soi, il y a quelque chose aussi qui change. Et comme tu dis, on se dit que là, en plus, voilà, une grossesse tardive, tu te dis qu'il n'y en aura pas d'autres. Et que qu'est-ce qui est le plus important à ce moment-là? C'est ça. Le nouvel important. Et ouais, c'est vraiment intéressant parce que souvent, là, les personnes que j'ai interviewées, tout ça, on va avoir les enfants plus tôt et on va parler plutôt de comment éventuellement la maternité peut nous freiner dans notre développement professionnel. Enfin, alors que il y a plein de façons de faire que ce soit pas antagoniste, mais bon, il y a encore comme ça ces conséquences-là. Et toi, tu avais déjà cette belle carrière qui était en place, cette activité, les clients, et l'enfant qui est venu du coup réinterroger ça. Du coup, comment tu l'as vécu? Complètement. Alors, ça n'a pas été facile parce que la première année, j'ai réussi à honorer mes contrats de formation. On s'organisait avec mon mari. N'ayant plus ma maman, je pouvais pas, comme certaines femmes, compter sur ma maman pour. Les mamans sont précieuses dans ces cas-là. Je me suis soutien. D'avoir du soutien autour de toi. C'est ça. Alors, ma sœur m'a beaucoup aidée, mon père et ma belle-mère m'ont aidée aussi à ce moment-là comme ils le pouvaient. Mais bon, en étant plus âgée, c'est plus difficile. Et puis, on habitait à quelques kilomètres. Enfin, c'était pas très simple pour moi. Et puis, en plus, j'avais envie de la vivre pleinement, cette maternité. Comme tu dis, c'était tellement le bonheur que, bon, voilà, j'avais besoin de m'épanouir à cet endroit-là de ma vie. Et donc, petit à petit, j'ai honoré les derniers contrats de formation que j'avais, mais sans le vouloir, en le voulant, inconsciemment, je sais pas trop, je me suis arrangée pour en avoir de moins en moins. Au point que j'en ai eu très très peu et que je ne faisais plus que mon activité d'accompagnante. Et j'ai choisi à ce moment-là de développer davantage mon activité de thérapeute, de gestalt thérapeute, et d'accompagner un peu plus de personnes que je ne le faisais avant. Mais bien évidemment, ça a changé complètement mes revenus. Déjà,
parce que forcément, je gagnais pas autant ma vie dans ces deux activités-là, mais ça me nourrissait pleinement parce que c'est un métier que j'aime et j'en ai profité pour le développer encore plus à cette époque-là. Et les formations, j'en faisais toujours, mais beaucoup moins. Hein, c'était vraiment épisodique par rapport à la vie que j'avais avant. Donc, ça ton activité de thérapeute, du coup, c'était dans un cabinet, c'était à côté de chez toi? Oui, c'était à 20 minutes de chez moi, donc je pouvais quand même bien m'organiser. J'allais travailler le matin, je rentrais, j'avais une nounou, puis ensuite il y avait l'école. Donc voilà, toutes les années m'ont permis de bien m'organiser. Mon mari travaillait beaucoup, il partait tôt le matin, il rentrait tard le soir. Il était très présent autant qu'il le pouvait, mais dans la journée, voilà, je m'étais organisée comme ça. J'avais accepté cette nouveauté-là, de terminer tôt, d'aller chercher ma fille à l'école, de m'occuper d'elle, de ne pas avoir trop de journées tardives, puisque dans ce métier, on travaille tard le soir. Moi, je crois que je m'autorisais à cette époque-là une soirée pour finir un peu tard. Les autres, eh bien, je terminais plus tôt. Enfin, j'ai réorganisé ma vie professionnelle et c'est vrai que j'avais pas pensé à cette façon-là de fonctionner. J'avais pas imaginé que mon travail changerait à ce point. Mais j'ai accepté et en me disant voilà, j'ai une belle vie professionnelle jusque-là, je me mets un petit peu en veilleuse et puis je vais bien voir comment ça va évoluer. Et ce qui a été difficile, c'est en fait de se sentir un peu en décalage en fait. Tu sais, quand on est en entreprise, je ne sais pas exactement comment tu travailles toi, mais quand on a cette habitude d'être en entreprise, on suit le fil, on suit les nouveautés. En plus, c'était une période où ça a été le plein développement d'Internet, de tout ce qui se fait aujourd'hui, qui ne se faisait pas, puisque je te parle de ça il y a déjà 14 ans. Et donc, en fait, j'avais l'impression d'être en décalage et de ne plus suivre autant les nouveautés et tout ce qui se faisait, de ne plus avoir le même langage. Quand je retournais en entreprise, il y avait des choses. Tiens, j'ai une anecdote à te raconter. Une anecdote amusante qui illustre ce que je suis en train de dire. Quand je faisais des formations, dans mes formations, il y avait des formations à la qualité de la relation téléphonique. Et dans ces formations-là, j'avais pour habitude depuis longtemps d'enregistrer mes stagiaires. Tu vois, avec des appareils, j'avais des petits appareils d'enregistrement tout simple avec des cassettes, quoi. Tu vois. Et ça, je le faisais depuis longtemps, donc j'avais des appareils dernier cri, mais petits, quoi. Et puis un jour, je vais en formation avec des personnes beaucoup plus jeunes que moi. Et j'arrive avec mes petits appareils à cassette. Et puis donc, quand on arrive à la phase pratique où chacune va s'enregistrer pour ensuite commenter, faire des corrections, etc., il y en a une qui me regarde et qui me dit « Mais Magali, t'as un smartphone ?» Je dis « Oui. » Pourquoi tu fais pas tes enregistrements avec le smartphone? Bon. Ouais, quoi. Et je me souviens de ce truc où je me suis dit « Oh là là. » Oui, elle a raison, quoi. Elle a raison. Elle a complètement raison. Et donc, à partir de là, je me suis organisée avec mon ordi et mon téléphone. Et j'ai plus du tout organisé quand je faisais ces formations-là de la même façon. Mais tu vois, ça avait été pour moi le truc dont je me souviens où je me suis dit, waouh, j'ai raté des épisodes là, tu vois. Et ça a été dur pour moi de me dire, le fait de ne plus être autant en entreprise que je ne l'étais, je suis en train de rater des choses et il faut que je me raccroche et j'avais l'impression d'être un petit peu sur le côté. Et ça, c'était très dur. Et à la fois, j'appréciais pleinement ma vie de maman, mais je me sentais en décalage. Donc, j'ai privilégié mon activité de thérapeute à ce moment-là, mais j'ai eu du mal à raccrocher les wagons, comme on dit, tu vois, pour arriver ensuite à reprendre ça, quoi, et me sentir dans le coup à nouveau avec tous les outils qui étaient nouveaux et toutes les pratiques qui étaient nouvelles. Donc ça, j'en ai vraiment le souvenir, ça a été un épisode un peu difficile. Voilà, pour cette partie-là, en tout cas. Ensuite, que te dire, ça a été un passage un peu difficile et le fait de ne plus gagner ma vie de la même façon, mais bon, j'avais eu la chance de gagner suffisamment auparavant pour me permettre cette parenthèse, tu vois, j'ai attendu un peu. Et puis ma fille a grandi. Donc j'ai pu me remettre un petit peu plus à des projets liés à la formation. Donc j'ai jamais lâché la formation, mais j'ai remis un petit peu la vapeur sur ces projets-là. Donc petit à petit. Et la véritable différence, c'est joué quand mon mari a pris sa retraite. Parce que, moi, j'ai 57 ans, mon mari a 11 ans de plus que moi, donc il a été à la retraite plus tôt. Et j'ai pu donc, tu vois, à un moment donné, avoir un peu plus d'oxygène. Et je le remercie d'ailleurs, parce que j'ai la chance d'avoir un mari
adorable et qui assure beaucoup l'intendance, justement. Et donc, au moment où lui a arrêté son activité, ben moi, j'ai pu avoir un petit peu de temps de libre en plus pour pouvoir reprendre mes projets en formation et rééquilibrer, continuer ce que je fais depuis, parce que ça me passionne et je continue à accompagner des particuliers, mais à remettre un petit peu plus de choses qui me plaisent dans cette partie formation, et puis surtout depuis l'année dernière. Voilà. Ça, c'est important aussi dans le couple, effectivement, de partager les projets de l'autre et d'être en soutien comme on peut. Et des fois, voilà, c'est pas forcément, on n'est pas forcément dans la même phase ou dans les mêmes choses. Et c'est la force d'un couple aussi de pouvoir se dire, voilà, maintenant que je suis à la retraite, comment je peux permettre à ma conjointe de se déployer dans ce qui lui plaît et qu'elle soit complètement épanouie. Donc, c'est ça. Ouais. Alors, c'est pas facile pour lui tout le temps, hein, pour moi non plus, mais mais bon. Des ajustements réguliers. Ouais, ça demande des ajustements réguliers, ça demande de beaucoup parler. Si tu me parlais tout à l'heure des secrets, je sais pas si j'ai des secrets, mais pour moi, c'est une accroche secret, voilà. Mais comment tu fais, voilà, comment tu fais toi, ça peut inspirer en fait. C'est des propositions, bien sûr, vous qui nous écoutez, c'est des propositions qu'on fait. Mais bon, il y a quand même beaucoup de bon sens derrière et communiquer avec son conjoint, je pense que c'est une des bases. Important, et puis vraiment toujours savoir quand on atteint les limites, parce que parfois on atteint les limites. Lui, il est à la retraite, il aimerait bien se reposer, mais il a une retraite pas comme les autres. Il a une fille de 14 ans et des petits-enfants, des enfants. Et donc, bien sûr, il est très, très pris par notre vie familiale et je l'en remercie. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile et que ça demande des ajustements. Mais la clé, c'est vraiment de parler beaucoup et puis toujours se dire les choses, et aussi bien avec notre fille qu'entre nous. Voilà, ça c'est vraiment une clé hyper importante. Et puis le fait qu'il accepte aussi que j'ai envie de développer mes projets, parce que on pourrait dire parfois, bon, ça va, il le dit d'ailleurs des fois. Mais parce que tu parlais de plein d'autres choses, donc tu as ton activité professionnelle, là tu disais aussi que tu as repris le chant, que tu es conseillère municipale et tout, donc ça c'est ces dernières années, du coup ça c'est aussi à discuter dans le couple, parce que c'est aussi des moments où tu n'es pas à la maison. C'est ça. Alors ça fait partie de mon oxygène, et il le sait très bien. En rigolant souvent, il m'appelle son comité des fêtes. Je suis celle qui organise, je suis celle qui prévoit des choses. Il a beaucoup de mal, lui, à anticiper. Il est très, très carré dans ce qu'il fait, perfectionniste, il adore bricoler, il fait des choses quand il le fait de à fond. Il a beaucoup de mal à se projeter dans le temps. Alors que pour moi, c'est un petit peu plus facile. Et puis surtout, j'aime animer des choses, faire des choses. Pour moi, c'est le vivant, quoi. C'est ça qui est vivant. Il faut que ça bouge, il faut que ça vive. Donc, j'organise beaucoup de choses, et parfois, ça peut être un peu fatigant parce que je l'entraîne avec moi. Tu vois, voilà, dans notre club de jazz, par exemple, lui, il a rien demandé, mais il se retrouve à faire l'intendance, à organiser, à déplacer les choses avec les copains. Voilà, donc à être en coulisses quand même, avec la petite main qui va aider. Absolument. Donc parfois il en a un peu ras-le-bol, mais bon, il le fait, puis à la fin il dit toujours: ah, mais c'était tellement génial ce concert. Voilà, donc c'est chouette, quoi. Voilà, donc il y a des ajustements indispensables, il faut vraiment beaucoup parler si on veut que ça fonctionne. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas très facile de vivre avec quelqu'un comme moi, parce que j'avoue que c'est fatigant parfois. Même moi, je me fatigue des fois. Et qu'est-ce que tu fais du coup quand tu te rends compte que tu es en train de bouillonner et que ça part peut-être aussi Est-ce que ça t'arrive de partir un peu dans tous les sens quand même? Oui, parce que tu sais, ça c'est mon côté HPI. Donc comme je le disais, je m'occupe des HPI depuis plusieurs années. Alors ça aussi, tu vois, ça a été quelque chose d'inattendu dans ma vie. Moi, je n'avais pas prévu de m'occuper des profils atypiques. Je savais même pas ce que c'est il y a quelques années. J'ai découvert ça par ma fille qui a été identifiée enfant précoce. Et moi, j'avais pas vu ça parce que je me disais, la façon dont elle fonctionne, j'avais l'impression que j'étais comme ça quand j'étais petite, et puis après, ça s'est calmé, je me suis mise dans le moule, et puis voilà, tu vois, j'imaginais ça plutôt comme ça. Et puis j'ai découvert que non, c'était bien autre chose que ça. C'est
vraiment un profil très particulier, qui a un fonctionnement cognitif bien particulier, et que quand on est comme ça, c'est pas quelque chose qu'on a juste pendant l'enfance, on dit des enfants précoces, mais c'est un fonctionnement cognitif qu'on garde toute sa vie. Et moi, j'ai découvert ça, je ne le savais pas. J'ai vite compris que j'étais probablement concernée, donc j'ai passé des tests aussi et j'ai eu une confirmation de cette chose-là, et ça m'a éclairé énormément sur mon fonctionnement. Et ça a été précieux, parce que tu vois, si j'avais su ça dans mes premières années, au moment où j'ai monté ma société et tout ce que j'ai vécu, etc., je pense que ça m'aurait énormément aidé de le savoir. Bon, j'ai su ça, j'avais pas loin de 50 ans. Ben, c'est comme ça. Mais ça a été franchement extrêmement éclairant pour moi. Et ça a été surtout l'occasion de mettre du nouveau dans mon activité, puisque je me suis rendu compte que beaucoup de personnes que j'accompagnais avaient ce profil-là aussi. Et du coup, ben, je me suis formée davantage et j'ai décidé de me spécialiser dans ce sujet. Donc, j'anime des conférences sur le sujet, je suis très, très passionnée par ce sujet et on va dire 80% des gens que j'accompagne aujourd'hui sont des personnes atypiques, donc, qui ont ce profil-là. Et tout ça pour dire que bah, aujourd'hui, je sais pourquoi je suis comme ça. Tu vois, avant, ça partait plus dans tous les sens, mais le fait de le savoir m'a aidé à me structurer davantage. Et quand je sens que ça part un peu trop dans tous les sens et que j'ai un peu trop de choses en même temps, parce que ce sont des profils qui ont besoin d'avoir beaucoup de choses à leur activité. Quand je sens que c'est trop, je prends les mesures nécessaires pour me ressourcer. Me ressourcer, ça veut dire, bon, déjà, c'est pas par hasard que je chante, que je m'occupe de choses. C'est une façon de me ressourcer pour moi, hein, d'avoir ces activités-là. Je me suis mise au piano il y a 7 ans. Je vais utiliser tout ce qui est en mon pouvoir pour, tu vois, me faire du bien, des choses que j'aime, écrire, jouer du piano, chanter, tout ça, ça en fait partie. Mais également, chose qui longtemps me culpabilisait, je me mets en retrait. Je me ressource. Je pars à la campagne ou je prends une journée, je me débrouille pour avoir un temps pour moi où je me coupe complètement. Me couper des réseaux, c'est difficile, c'est devenu difficile parce que tu sais de quoi je parle. Hein, quand on y est, faut vraiment apprendre à le gérer, c'est très chronophage. Mais je prends des temps de retrait qui me ressourcent énormément, où je me coupe et quand je reviens, alors là, ça va beaucoup mieux. J'arrive à mieux mettre les choses à leur place. Voilà, ça fait partie des choses que j'utilise. Ouais, c'est vraiment là, cet espace de ressourcement rien qu'à toi, où tu n'es pas dans le faire quelque chose, et où tu n'es même pas dans la relation. Tu disais que tu vois beaucoup de monde, tu es beaucoup en interaction et tu aimes ça, mais en même temps, voilà, tu t'autorises aussi ces temps de retrait d'essence, de retrait géographique, où c'est ça. Tu peux couper les choses. Je pars à la campagne, alors là, les vaches sont mes meilleures amies, j'adore, quoi, j'adore. C'est ouf, tu vois, c'est indispensable pour moi. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont surpris parfois quand je dis que j'ai besoin d'être seule, mais j'ai besoin de ça pour mieux revenir, tu vois, parfois. Et très longtemps, pendant des années, je ne savais pas faire ça. Quand j'avais ma société, quand j'étais chef d'entreprise, j'avais une petite recette que je ne dévoilais pas à tout le monde. Quand vraiment c'était trop, je disais à mes salariés que j'avais un rendez-vous quelque part, c'est pas bien, mais je faisais comme ça parce que je culpabilisais de le faire. Et je m'en allais. Alors, il y avait un endroit que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours, ce sont les Saintes-Maries de la Mer, qui sont à 1 heure de chez moi, tu vois. Et je partais, je prenais ma voiture, j'y passais ou la journée ou la demi-journée, mais rien que ça, je marchais dans les rues des Saintes-Maries. En plus, en hiver, il n'y a personne, c'était génial. Je me ressourçais comme ça et je revenais. J'osais pas leur dire si ça avait été une escapade volée. Mais du coup, il y avait de la culpabilité quand même avec. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, il n'y en a plus. Ouais. C'est ça l'avantage. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Mais je crois que c'est important de prendre soin de soi comme ça et de savoir se donner ces temps, ces parenthèses pour pouvoir justement revenir. Ouais. Non, mais tout à fait. Justement, là, dans le cercle, j'anime un groupe cercle tout en équilibre. Et la thématique du mois, elle est justement sur comment mieux gérer son énergie. Donc, il y a différents niveaux dans l'énergie, c'est ce qu'on a vu dans l'atelier. Et il y a l'importance justement de ces phases de récupération, en fait, où vraiment, voilà, en se centrant, en se coupant justement de toutes ces sollicitations, réseaux sociaux, la télé, le téléphone, tout ça, etc., ou même des activités qu'on a mis soi-même à l'agenda,
vraiment cette phase de rien quelque part, mais en fait c'est tellement important d'être dans cette phase-là. C'est là où on va aussi recharger, ressourcer ses batteries pour pouvoir après encore mieux revenir dans ses activités. Donc, mais je comprends ce sentiment de culpabilité parce que moi je l'avais aussi, et puis les clientes que j'accompagne souvent, elles culpabilisent de ben non, mais je prends du temps pour moi alors que déjà j'ai pas le temps de faire tout le reste, alors que au contraire c'est même par là que moi je conseille de commencer. Bah oui, c'est ça. Parce que quand on est ressourcé, quand on a de l'énergie, bah, tout de suite c'est plus facile, c'est plus fluide, on est plus patiente, on est plus enthousiaste pour mener. Oui, le cerveau a besoin de ça aussi pour venir. Et puis prendre soin de soi, c'est aussi pour moi se faire plaisir. Se faire plaisir. Alors, moi, j'aime beaucoup cuisiner. Comme je travaille beaucoup, bah, mon mari a pris le relais assez régulièrement, on va dire. Mais j'aime toujours cuisiner. Et tu vois, quand j'ai besoin de sortir un peu de ma bulle, j'aime partir chez mon poissonnier préféré, ramener des choses à la maison qui tout le monde aime bien, faire un repas un peu plus festif que d'habitude. Tu vois, ça fait partie des choses qui mettent du plaisir, de la nouveauté ou de l'inattendu. C'est pas forcément prévu. Et surtout par les temps qui courent, vu qu'on n'a plus le plaisir d'aller au restaurant, ben, j'ai recours à ça régulièrement. Tu vois, l'un de mes plaisirs, c'est de leur proposer comme ça une surprise. Ah bah tiens, on va manger ça, bah tiens, on va manger des fruits de mer, on va, voilà, quelque chose qui met du plaisir et de la nouveauté et de l'inattendu. Ça fait aussi des choses. Cuisiner un truc que j'ai pas fait depuis longtemps et qu'ils aiment bien. Enfin voilà, le plaisir. Ça, c'est vrai qu'on l'oublie aussi parce que la liste des choses à faire, elle devient une contrainte, quelque chose qu'on subit ou qui nous est imposé. Et on peut tout à fait souffler un peu dedans, secouer ça et dire oui, d'accord, il y a 3 repas par jour à préparer, donc on n'a pas tout le temps de faire effectivement de l'extraordinaire, mais pourquoi pas de temps en temps, juste quelque chose extraordinaire, en fait, c'est juste qui sort de l'ordinaire. Exactement. Donc un repas extraordinaire, c'est pas forcément un repas dans un restaurant 4 étoiles, c'est juste un repas qui est différent de d'habitude. Donc ouais, on est allé acheter quelque chose, ou alors ben tiens, on va manger comme d'habitude, mais on va sortir une nappe et la jolie vaisselle, ou on va se mettre à 4 pattes sur le tapis du salon et puis on va manger comme ça. Enfin, voilà, quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui met du fun, qui met du plaisir, qui remet la nouveauté à tout le monde. Ouais, qui met de la nouveauté. Il y a le fait de s'amuser aussi, tu vois. Oui. S'amuser. Souvent, avec ma fille, on fait des vidéos, on prend des photos rigolotes, ou quelque chose qui met de l'animation, qui nous sort un peu du quotidien, qui nous sort un peu de tout ce qu'on a à faire et qui est toujours pareil, et qui met de la surprise. Voilà. Oui, surprise. Ouais. Tu vois, de la surprise. Ça peut être ça peut être. Alors moi, il y a un truc que j'avais instauré, on l'a pas suivi. Il faudrait que je le reprenne, mais ça sera peut-être pour après le confinement. J'avais proposé il y a quelques années de ça, avant ma fille et mon mari, j'avais dit, écoutez, on va faire un truc. Chaque mois, il y en a un qui organise quelque chose de nouveau, et il y a un jour où on dit, on fait ça, mais jusqu'au dernier moment, je vous dis pas. Je vous emmène quelque part, je vous dis pas où. Alors bon, ça peut être. Je me rappelle, j'avais fait. Je les avais amenés dans un resto, on a à Palavas-les-Flots à côté de chez nous, il y a une tour, tu sais, il y a un restaurant qui tourne avec une vue magnifique. On n'y était jamais allé, et donc on est allé manger dans ce restaurant-là, mais jusqu'au dernier moment, c'est moi qui les conduisais, je ne savais pas où on allait. Voilà. Et puis ensuite, je les ai amenés voir un musée. La fois d'après, je sais plus ce que mon mari avait proposé. Enfin, chaque fois, tu vois, c'est de dire, on dit pas ce jour-là, une fois par mois, une journée où l'un de nous propose un truc et jusqu'au dernier moment, on ne sait pas. Voilà. Tu vois, donc, ça met de la surprise, ça met de, il faut s'habiller comment, on fait quoi, on va où, c'est amusant. Voilà. Ça vous donne une idée. Je vous offre. Voilà. C'est vraiment intéressant comme idée. Et on se prend souvent au sérieux, beaucoup au sérieux. Et effectivement, remettre du plaisir, la surprise. Rien que dire le mot surprise. Dites à haute voix le mot surprise. On est obligé de sourire. Surprise.
C'est comme quand on fait oh, surprise, voilà, c'est forcément. En tout cas, moi, j'ai un sentiment plutôt de joie associé. Ouais, voilà. Ouais, tu vois, tu peux retenir l'idée, Stéphanie, mais c'est. Moi, j'ai besoin de surprises, quoi. C'est vrai que sinon, on tombe dans la routine. Alors, à la fois, par rapport au parcours que j'ai eu besoin de structure et j'ai besoin de structure. Mais avec quand même de la nouveauté, de la fantaisie, quoi. Sinon, c'est pas rigolo. Sinon, c'est pas rigolo, la vie. Ouais. Voilà. C'est pas en opposition. C'est pas l'un ou l'autre. C'est pas tout structure ou tout improvisation. C'est comment on peut mettre l'un et l'autre. Et puis, il y a des moments de la vie, ou des moments de la journée, des circonstances où ben, c'est plus approprié d'être dans la structure. Et puis d'autres où on peut laisser ouvert à l'improvisation, la légèreté, voilà, plus au feeling, etc. Donc, ouais. Je pense que c'est ça l'équilibre aussi. Oui, vraiment, vraiment. Et on peut aussi mettre de la surprise dans son boulot. Bien sûr. En faisant évoluer les choses, en sortant du cercle habituel, en se disant tiens, on pourrait faire les choses autrement. Moi, c'est ce que j'ai fait puisque depuis maintenant bientôt 3 ans, déjà depuis, je sais plus combien, un peu plus que ça, 7 ou 8 ans, je sais plus, j'ai pris cette spécialité, donc ce virage où j'ai transformé des choses dans mon activité. Mais depuis 3 ans, j'ai passé le cap du numérique, du digital, et j'ai avancé pour transformer la plupart de mes activités en utilisant Internet, en utilisant les réseaux sociaux. Pour moi, ça a été nouveau. J'avoue qu'à mon âge, ça n'a pas été facile. Ça n'est pas toujours encore. Mais ça met de la surprise, ça met de la nouveauté. C'est des choses différentes aujourd'hui. Donc là aussi, regardez peut-être dans vos activités, toutes les personnes qui nous écoutent, comment vous pouvez transformer, comment vous pouvez mettre du nouveau. Oui, c'est ça. Et de la surprise, Renouveler. Se renouveler, c'est la progression aussi. C'est être en mouvement, c'est être dans la vie. Comme tu disais, voilà, à ton âge, je te cite, hein, ça a été difficile. Tu aurais pu avoir le choix inverse de te dire non, mais bon, à mon âge, c'est bon, le numérique, c'est pas pour moi, et rester dans ce que tu savais faire et tout ça. Mais là, tu t'es ouverte aussi à la nouveauté et ça te fait progresser, ça te pousse aussi. Je me sens plus jeune aussi, je peux le dire. Hein. Parfois, on me dit ça et moi, je le sens. J'ai l'impression que ça m'a donné un coup de jeune, tu vois, de me remettre là-dedans et de faire des choses que je n'aurais pas imaginées. J'ai pas l'impression d'avoir 57 ans, mais je les sais, hein, et je les assume. Mais ça m'a donné une autre dynamique. Donc vraiment d'aller dans le nouveau, ça donne de l'énergie. Ouais. L'âge est un chiffre, hein. C'est un chiffre et c'est vraiment comment on vit les choses en fait qui est important. Donc bravo pour t'autoriser tout ça. Je crois qu'il faut s'obliger aussi, tu vois, parce que bon, c'est vrai que c'est un chiffre, mais c'est vrai qu'il y a des différences. Moi, j'avoue que pour nous les femmes, la période de ménopause, elle n'est pas rigolote du tout. Hein. J'ai eu des périodes où de fatigue, entre tous les symptômes de la ménopause qui sont pas rigolos. Il y a eu des moments difficiles parce que justement, il y a un passage, tu vois, il y a un passage de comment je faisais avant, comment je fais aujourd'hui. Ouais. Et ce passage, je l'ai dépassé, je dirais, en me faisant aider par des personnes qui m'ont accompagnée par rapport à l'alimentation, par rapport à tout ce que je pouvais trouver, tu vois, d'outils et de choses précieuses autour pour mieux traverser cette période de la ménopause. Et je pense que ça aussi, c'est prendre soin de soi. Pour moi, prendre soin de soi, c'est prendre soin de son corps, c'est avoir une activité physique régulière. Moi, j'ai depuis 10 ans maintenant, je crois, 10 ou 11 ans, je fais du pilates une fois par semaine et pour rien au monde, je lâcherai mon cours de pilates. Je marche le plus possible, surtout depuis l'an dernier avec ces histoires de confinement et le fait que je travaille beaucoup plus de façon statique plus qu'avant, je fais des efforts pour bouger davantage. Donc, soyez attentifs à votre corps et votre activité physique, ça c'est important. Et puis l'alimentation. Ouais. J'ai vraiment été très très attentive à ma façon de manger et ça aussi aujourd'hui ça m'a permis, je crois, de retrouver du peps et de dépasser les symptômes difficiles de la ménopause.
Donc, prendre soin de soi, c'est ça aussi, c'est être attentif à son hygiène de vie, à son corps et ne pas être que dans la tête. Et à différents moments de la vie, parce que finalement, ce que tu nous partages, c'est une nouvelle période de déséquilibre dans lequel tu es allé chercher des réponses, des façons de faire, justement pour réajuster les habitudes qui étaient en place, les faire évoluer pour s'adapter à la nouvelle situation et recréer ton équilibre. Et en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on le fait plusieurs fois dans sa vie, ça. Et que, voilà, les déséquilibres, ça peut être effectivement l'arrivée des enfants, le départ des enfants, un nouveau travail, une activité d'indépendante. Tout ça, c'est des événements effectivement qui viennent déséquilibrer à un moment donné le quotidien. Voilà, un quotidien peut-être qui tournait pas trop mal. Et c'est l'occasion justement de se re-questionner sur ce qui est important, sur de quoi on a besoin, de quoi son corps a besoin. Les priorités dont tu parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, là, dans cette situation-là, avec un bébé, c'est quoi mes priorités maintenant? Voilà. Et puis maintenant, elle a grandi, donc je réajuste et je fais évoluer tout ça, finalement, pour retrouver à chaque fois l'équilibre qui me convient dans cette phase de vie. C'est ça. C'est ça. Vraiment arriver à trouver un épanouissement et dans toutes ces activités, à la fois perso et pro, de pouvoir se nourrir et préserver ce qui est important pour nous et d'ajuster, d'équilibrer nos domaines de vie, hein, que ce soit le perso, le pro, le social, le familial, le couple. Il faut vraiment du temps pour tout. Et c'est pas facile, mais ça demande une bonne gestion du temps. Ça aussi, ça fait partie de mes outils. Je suis pas toujours la meilleure dans ce domaine, mais je sais comment il faut faire. Mais est-ce qu'on a besoin d'être la meilleure dans chacun des domaines? Non, absolument. Mais je dis ça parce que... oui, je comprends, mais c'est vrai que je renvoie aussi la question à celles qui nous écoutent, qui sont souvent dans une quête de performance, de dire tout de suite, je devrais être bonne, je devrais même être complètement au top là-dedans. Non! De quoi tu as besoin? Et à quel niveau tu as besoin d'avancer? C'est gagner un point, voilà, sur une échelle de 1 à 10. Ben, si vous êtes à 4, comment dans cette année vous pouvez passer à 5 sur ce domaine-là pour être dans la progression? Et on ne demande pas de passer de 4 à 10 en 3 mois. Ce n'est pas réaliste, ce n'est pas forcément souhaitable. C'est limiter nos exigences, c'est pas toujours facile ça, et être la meilleure version de soi-même en faisant de notre mieux. Je crois que ne pas se comparer, ne pas être toujours à se dire je veux faire comme ci, je veux faire comme telle personne ou telle personne. Non, c'est où est-ce que j'en suis? Moi, je peux avoir des projets, bien sûr, il faut faire des projets, mais être dans quelque chose de raisonnable pour garder cet équilibre aussi. Ouais. Super. Et choisir ses outils. Ouais, vas-y. Choisir ses outils, je disais. Oui. On n'a pas tous les mêmes, on peut s'inspirer les uns les autres. Moi, je ne pense pas détenir la vérité, loin de là, mais j'ai cherché à avoir des outils qui me correspondent moi et j'encourage toutes les personnes que j'accompagne et tous ceux qui vous écoutent aussi à trouver leurs propres outils. Mais pour ça, il faut faire des expériences, il faut chercher. Et je crois que pour moi, la clé numéro 1, c'est quand même la connaissance de soi, c'est le travail sur soi. Ouais, complètement. Bah, dites-nous justement dans les commentaires quel est l'outil qu'a partagé Magali, qui vous a interpellé, quelque chose peut-être que vous ne connaissiez pas ou que vous avez fait pendant un moment puis vous vous dites ah oui, je vais reprendre là, du coup c'est vrai, ça me faisait du bien, ou quelque chose que vous allez ajouter un petit peu pour progresser. Dites-nous en commentaire ce que vous retenez du coup de cette interview. Et puis voilà, Magali, vraiment, je te remercie pour la richesse de ton parcours, du coup, que tu nous as partagé, qui nous inspire. J'ai quelque chose qui me vient, tu sais, j'ai toujours plein d'idées comme ça. Il y a quelque chose qui me vient en t'écoutant, en faisant le point sur tout ce que j'ai pu aborder. Il y a certainement plein d'autres choses que je peux te dire, mais il y a une chose qui a été aussi déterminante pour moi dans la façon dont tu dis, on a des étapes de vie comme ça qui font que comment ça évolue, comment on s'ajuste. Et il y a une autre étape qui est récente pour moi. J'ai perdu mon père il y a 1 an et demi, donc c'est assez récent. Et il m'a transmis quelque chose de très fort dans nos derniers échanges qui me porte beaucoup.
D'abord, il parlait beaucoup de sa vie et il est parti avec l'idée qu'il avait eu une belle vie, qu'il était content de sa vie. Mais il m'a dit, tu vois, il y a des choses que j'ai pas assez osées. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est ça. Tu as déjà osé des choses dans ta vie, c'est bien, mais ose davantage. Il y a encore des tas de choses que tu peux oser et vraiment ose. Et ça, c'est vraiment un truc qui me porte, tu vois. Et ça a été une nouvelle étape pour moi de dire, bah, là où j'en suis dans mon parcours et dans tout l'équilibre que j'ai, ok, l'idée, c'est de se dire, quand ça s'arrêtera, cette vie, parce qu'on sait qu'on est tous de passage, bah, je veux pouvoir dire que j'ai fait vraiment ce que j'avais envie de faire. Et ça a libéré quelque chose encore, tu vois. Voilà. Donc ça fait partie de ce qui me porte et ce qui m'aide à équilibrer ma vie aujourd'hui. Ouais, une belle transmission, du coup, père-fille, et puis que tu nous livres aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va oser plus? Voilà, oser. Oser. Oser rêver. Je crois que c'est Walt Disney qui disait, comment il disait ça déjà? Pour réaliser quelque chose d'extraordinaire, il faut commencer par le rêver. Ouais. Donc, rêvez, osez vos rêves et allez-y. La vie, il n'y en a qu'une. C'est ça. Go! On sent le feu vert. Voilà. Le feu est vert, ça tient qu'à vous. Osez, tester des choses, progresser. Voilà. Partagez avec nous, posez des questions si vous avez envie. Et puis, écoute, Magali, on va terminer là sur ce plaisir de conclusion. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi, merci à tous celles qui nous ont écoutés. C'était un moment bien sympathique, bien agréable. Ravi d'avoir partagé avec vous. Ravi également. Je te souhaite une très belle fin de journée. Merci aussi. Osez. Au revoir. Au revoir.